Gordon habite le centre de l'Écosse. Il est impliqué en recherche et au sein de plusieurs associations ou groupes communautaires qui viennent en soutien aux personnes vivant avec des problèmes de santé mentale. Il milite également pour la cause au plan politique. Gillian, quant à elle, est Senior Lecturer en travail social à l'Université de Strathclyde, à Glasgow. Elle a un intérêt pour l'enseignement et la recherche en santé mentale et sur les personnes ayant des difficultés d'apprentissage, avec un attrait particulier pour les questions relatives à la citoyenneté des personnes qui ont été exclues ou marginalisées. Gillian et Gordon travaillent ensemble depuis quelques années sur ces questions. Gordon se définit comme un père aidant et consultant autonome. Il n'occupe donc pas un poste précis et ses horaires de travail sont donc très variables. Il peut consacrer son temps autant à la lecture et à l'écriture qu'à des rencontres avec d'autres pères aidants, à intervenir lui-même en tant que père aidant ou à remplir des formulaires pour le gouvernement. Il n'y a pas de journée de travail vraiment typique pour lui. Quant à Gillian, en tant que professeur d'université, son travail est lui aussi très varié, enseignement, recherche, tâches administratives. Elle enseigne le travail social pour qualifier les étudiants et étudiantes à la fonction de travailleur ou travailleuse sociale, incluant avec une surspécialisation en santé mentale. On appelle ça les Specialist Mental Health Officers. Il s'agit d'une fonction avec beaucoup de responsabilités en Écosse, parce qu'elle est à l'interface entre le système de santé et le système judiciaire. Gillian supervise actuellement 10 étudiants et étudiantes au doctorat en travail social. Depuis 2014, le Scottish Recovery Network a le mandat de promouvoir et d'implanter leur établissement en Écosse. À peu près tous les établissements écossais ont maintenant endossé la vision du rétablissement, le rétablissement étant la position officielle du gouvernement écossais. La pratique des pères aidants est par contre plus mitigée et plus aléatoire. Il y a eu une impulsion il y a plusieurs années avec une formation collégiale qualifiante qui permettait aux pères aidants, issus de cette formation, d'intervenir dans les pavillons hospitaliers comme pères aidants. Depuis quelques années, leur nombre a diminué substantiellement, en partie parce que certains sont tout simplement passés à autre chose, mais aussi en raison de la situation des finances publiques. Gordon émet l'hypothèse que ce n'est peut-être pas considéré comme un service essentiel, et ce serait pour cela qu'en temps de restrictions budgétaires, il y aurait moins d'espace de manœuvre dans les établissements. Par la force des choses, les associations prennent alors le relais, et c'est moins formalisé que dans les établissements publics. Par exemple, Bipolar Scotland, une association qu'a dirigée Gordon pendant plusieurs années, est un réseau de 17 groupes de soutien entre pairs. Une formation de 3 jours à l'autoprise en charge, le self-management, est également offerte pour apprendre aux gens à reconnaître leur propre comportement et signes avant-coureurs d'un déséquilibre. Gillian poursuit en soulignant qu'il y a eu peu de recherches à l'époque de cette formation institutionnelle de père aidant. Il y avait peut-être aussi une certaine ambiguïté de la fonction. Il était difficile pour certains de trouver leur place dans ces organisations complexes. Certains se sentaient isolés et stressés dans un tel contexte officiel et institutionnel. C'est peut-être pour cela que ça s'est plus développé et maintenu en contexte associatif, plus informel. Quant au rétablissement, qui est au cœur de la stratégie de santé mentale écossaise, ce courant est peut-être en quelque sorte victime de son propre succès. En effet, et cela a été répété souvent, le rétablissement est quelque chose de très personnel, d'unique et centré sur la personne, soit sur l'individu. Ceci a par contre eu l'effet de transférer la responsabilité sur l'individu au détriment peut-être d'une vision plus collective. Le mouvement des pères aidants fait heureusement contrepoids à cette individualisation. C'est aussi là que la notion de citoyenneté est essentielle, bien que ce ne soit pas encore aussi dominant que le paradigme du rétablissement. Le ministère de la Santé mentale a récemment annoncé une révision de la stratégie nationale de santé mentale pour mieux y intégrer le respect des droits de la personne, ce qui s'apparente, selon Gordon, à une approche centrée sur la citoyenneté plutôt que seulement que sur la personne comme individu en rétablissement. Gordon explique à quel point les pères aidants peuvent contribuer à prévenir la stigmatisation et la crainte de la stigmatisation chez les usagers. Avec des partenaires, ils ont réussi à réunir des données et des observations de recherche pour convaincre les autorités politiques d'investir et de soutenir cette pratique. Quant à elle, Gillian parle avec passion de l'effet très positif de l'inclusion d'usagers et de pères aidants dans la formation universitaire initiale des étudiants et étudiantes en travail social,
lesquels apprennent beaucoup plus à leur contact qu'en lisant dans des livres, par exemple. Au début, il peut y avoir une certaine gêne de la part de certains à prendre la parole en classe devant des professionnels et futurs professionnels, une réserve qui se dissipe peu à peu. D'année en année, les plus anciens donnent du mentorat aux plus jeunes pour un effet d'entraînement de cohorte en cohorte. Les usagers pairs aidants sont en fait désormais impliqués à tous les niveaux, dans la révision des programmes et leur évaluation, dans l'enseignement et même dans le processus de sélection lors des admissions. Cet effet d'entraînement se constate aussi en recherche, alors que d'anciens itinérants, par exemple, agissent comme personnel de recherche lors d'entrevues de groupe, ce qui favorise, selon Gillian, un climat faisant que les participants à la recherche dans ce domaine se sentent plus à l'aise de se confier à un ancien des leurs. Il faut tout de même leur apprendre à garder une certaine distance pour ne pas influencer les participants à la recherche. Dans l'autre sens, ils aident les chercheurs universitaires typiques à être eux-mêmes plus à l'aise et plus décontractés, par exemple avec l'emploi d'un vocabulaire plus universellement accessible.